Yves Vacher, voilà, professeur AgroSup Dijon. Yves, c'est à vous. Merci pour cette invitation, pour présenter les travaux qu'on mène à Dijon et dans une partie plus grande du monde, comme je vais vous présenter un peu plus tard. Et merci pour ce lien, cette introduction de la présentation précédente. Donc, je vais vous parler de sélection de bactéries, de moyens de sélectionner des bactéries pour générer des arômes lors de la fermentation des végétaux. C'est un travail qu'on fait donc à Dijon. On ne travaille pas seulement pour générer des arômes, mais aussi pour changer la structure des matrices alimentaires ou pour différents impacts. Et effectivement, on était aussi, dans mon UMR, impliqué dans le programme Black HP, donc pour essayer de faire de la biopréservation sur des bactéries sporulentes. Et donc pas seulement sur des végétaux, puisque, en tout cas, Black HP, c'était sur des produits carnés. Alors le contexte qu'on a déjà vu un peu avant, c'est une pression pour essayer d'éviter trop de problèmes à l'environnement et à la nutrition humaine. Donc pour renforcer la consommation de végétaux, avec donc un intérêt des consommateurs pour les végétaux, mais aussi un intérêt pour des choses bonnes. Et donc les végétaux, alors tout à l'heure on évoquait qu'avec la saison, on pouvait avoir des végétaux en hiver et les découvrir, mais c'est pas toujours facile pour tout le monde de manger toujours du chou en hiver. Et pour certains choux, si on peut les transformer pour qu'ils soient un peu différents, qu'ils surprennent le consommateur, ça peut être un plus. Donc c'est aussi comme ça qu'on voit la fermentation pour essayer d'améliorer ou de changer les plats que l'on consomme journalièrement. Alors tout ça, c'est avec aussi un aspect de clean label, essayer de ne pas rajouter trop de produits qui vont changer complètement la structure, le goût, les arômes du chou. Et puis, on a aussi un aspect qui est important, en particulier en Europe, c'est une stratégie pour augmenter la typicité des produits, ou en tout cas soutenir les produits typiques. Et donc ça s'éloigne un peu de la stratégie précédente de production de masse. Donc ça, c'est le contexte régional, je dirais. Maintenant, on a un contexte de recherche. Donc on est un petit groupe de l'UMR-PAM à travailler sur les produits fermentés. On a monté un laboratoire international avec l'Institut Polytechnique de Hanoï. Et puis, comme on rayonnait bien, on a réussi à reprendre autour de nous des laboratoires de la région d'Asie du Sud-Est, dans un réseau sur la fermentation tropicale. Et donc voilà, on a quelques entreprises et quelques laboratoires européens, mais sinon on a beaucoup de laboratoires plutôt en Asie, ce qui fait qu'on a aussi une certaine diversité de points de vue. Et on parlait de la naturalité. En Asie, la naturalité, c'est un élément important. Mais un élément qui passe souvent avant, c'est la sécurité sanitaire. Et donc, si tout le monde veut des produits naturels, les gens ont quand même tendance à aller chercher leurs produits naturels dans un supermarché qui aura la réputation de faire quelque chose de plus sain. Alors, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément plus sain, mais en tout cas, il y a plutôt un boom vers ces produits de supermarché, de production plus de masse. Et c'est un peu ce qu'on essaie d'éviter dans le cadre de notre projet. C'est plutôt de promouvoir directement que l'Asie passe directement des produits faits à la maison à des produits typiques et sans passer par une production de masse. Donc ça, c'est pour un point. Après, il y a la saisonnalité qui était
à l'ordre du jour aussi. Donc, pour aujourd'hui, le premier jour de l'année, en tout cas pour une partie du réseau ici au Vietnam, puisqu'on a une grande diversité. Pour la Thaïlande et le Cambodge, ce sera dans 2 mois et demi, le Nouvel An. C'est aussi des repas familiaux avec des produits fermentés qui sont faits à la maison. Donc on est tout à fait dans la période de produits fermentés pour l'instant, mais dans quelques années, ce sera des produits faits, achetés dans un supermarché. Et on est vraiment à un changement de pratique. Donc pour revenir à des produits fermentés à base de végétaux, donc et surtout sur des aspects d'arômes, les végétaux, alors on connaît quand même une grande partie des voies de synthèse des arômes des végétaux. Et donc il existe énormément de composés qui interviennent dans des arômes végétaux. Et ces arômes, en fait, le premier but du végétal, c'est pas forcément de communiquer avec le consommateur pour que le consommateur ait envie de le manger, mais souvent ça a d'autres rôles. Et dans les rôles, il peut y avoir de la communication entre des cellules, ou il peut y avoir des aspects de lutte, de préservation en fait, contre des micro-organismes qui vont intervenir. Donc en fait, ces composés, il peut y avoir donc plusieurs voies, plusieurs familles de composés, mais ces composés vont être mis un peu accrochés dans un coin de la cellule pour être inactifs tant qu'ils ne sont pas à être utilisés. Et cette façon d'être accrochés, c'est ou bien ils vont être estérifiés, ou bien glycosylés, ou bien mis dans des parois et donc accrochés autour de la cellulose, dans les fibres. Donc ça, c'est différentes voies. Et si on veut changer un peu les propriétés sensorielles d'un aliment, on peut ou bien fermenter pour essayer de produire des nouveaux arômes, des arômes qui vont être liés à la voie métabolique des micro-organismes. Mais on peut aussi essayer simplement de libérer ces composés qui sont déjà présents dans les cellules et qui sont accrochés ou bien glycosylés ou bien estérifiés. Donc pour ça, on va étudier des enzymes qui vont pouvoir libérer ou travailler sur la production de certains arômes. Et donc là, j'ai repris une étude justement pour vraiment aller avec la présentation précédente, sur des cellulases. Alors on trouve différentes familles de cellulases. Elles peuvent être des exoglucanases, des endoglucanases, des glucosidases. Et on a déjà des études dans différents genres pour essayer de voir si on retrouve ces enzymes et quel type d'enzymes. Donc là, par exemple, on s'aperçoit qu'on trouve beaucoup de cellulases chez les bacilles. Donc ça va être plutôt mon exemple d'aujourd'hui, même si on travaille plutôt sur des bactéries lactiques habituellement, mais pour aujourd'hui, je vais vous parler de bacilles. Et donc on a recherché des activités intéressantes pour l'hydrolyse de cellulose dans des produits, donc du soja fermenté. Alors là, c'est pas tout à fait de saison, c'est un soja fermenté qui vient du Cambodge, donc c'est pas encore la période du Nouvel An. Et on a trouvé beaucoup de cellules, beaucoup de colonies qu'on a isolées sur boîte de pétri et qu'on a classées en différentes classes en fonction de critères morphologiques plutôt. Et on a cherché, c'est la présence de gènes appartenant à une famille d'enzymes cellulolytiques. Et on a trouvé, dans la classe 1, on retrouve ce gène. Dans la classe 2, donc on ne retrouve pas. 3, on retrouve principalement. 4, on retrouve
pratiquement pas, et 5 on retrouve de nouveau. Donc ça, c'est une première étape. Quand on a vraiment une enzyme qu'on recherche, on peut chercher si les cellules qu'on a, elles possèdent le gène codant pour cette enzyme, et ça va nous permettre éventuellement d'avoir une sélection, même si on ne sait pas si le gène ne dit pas que l'enzyme est exprimée et en grande quantité. Par contre, là, on a voulu vérifier si justement, en fonction de ces classes-là, on avait toujours l'activité qu'on voulait. Donc la classe 4, il n'y aurait pas eu d'activité, la classe 2 non plus. Et pour ça, on a fait en parallèle des tests d'activité basés sur des réactions chimiques. Alors là, on a un test qui permet aussi de cribler beaucoup de cellules, qui est basé sur du rouge Congo. Donc on a une colonie là, et autour il y a un halo. Alors ça se voit jamais aussi bien quand c'est projeté que sur un ordinateur ou qu'en réalité. Mais là on a une activité, alors que là on n'en a pas. Donc là c'était une cellule qui vient de la classe 2. On n'avait pas trouvé le gène et on ne trouve pas d'activité. Et là ça venait de la classe 4. On n'avait pas trouvé le gène, mais on trouve quand même une activité. Donc c'est une activité qui viendrait d'une autre enzyme. Et ça, c'est un point aussi important, c'est qu'actuellement, on ne connaît pas tout. Donc on peut chercher une enzyme particulière, on peut trouver le gène codant pour cette enzyme, mais ça ne nous dit pas qu'il n'y aurait pas une autre enzyme qui est pour l'instant inconnue, qui pourrait avoir la même activité. Donc c'est pour ça que c'est souvent complémentaire de faire des tests plutôt chimiques d'activité enzymatique, plutôt que simplement regarder dans les gènes, où là, il faut déjà avoir une connaissance parfaite des gènes impliqués. Et donc là, on a refait, donc ça c'était par l'hydrolyse de carboxyméthylcellulose. On a les différentes classes, et effectivement, la classe 2, on n'a aucune activité détectée, et la classe 4, où on n'avait pas le gène détecté, on a une très bonne activité détectée. Donc là, on est en train de trouver peut-être une autre activité enzymatique qui va être intéressante. Mais on est seulement en train, parce que je vous présente une étude en cours. Et donc voilà, si on arrive à mettre en évidence cette enzyme, donc à la fin, l'objectif, c'est de prendre ces souches-là qu'on aura sélectionnées, les mettre dans un produit pour essayer d'avoir donc une stratégie pour ou bien augmenter tous les arômes. Et donc là, c'est par exemple avec les enzymes que je vous ai présentées, où on va hydrolyser tous les composés d'arômes qui ont été piégés. Donc ça va les libérer, ça va donner un arôme assez général. Mais on peut aussi essayer d'avoir des arômes spécifiques, plus vers des notes de produits de crème, des notes de fruits secs, des notes de verdure. Donc tout ça, on connaît les enzymes qui vont permettre d'apporter ces notes-là. Et ça peut permettre aussi d'apporter ou de masquer les faux goûts, parce que dans les végétaux fermentés, souvent on essaye de se débarrasser de certains goûts. Et puis, quelquefois, c'est quand même souvent le public n'aime pas tellement les produits fermentés qui ont du goût. Donc souvent, c'est simplement avoir un exhausteur de goût, du goût du produit végétal, sans rajouter des goûts trop liés à la fermentation. Et puis donc là, effectivement, ce qui reste à faire, c'est essayer, une fois qu'on a trouvé ces souches qui sont intéressantes, sur chaque produit, voir si elles vont avoir suffisamment d'activité pour avoir cet effet. Parce que la fermentation, ça reste quelque chose d'assez compliqué. Il y a beaucoup de cellules qui interviennent. Et il y en a certaines qui auraient des qualités très bonnes, mais qui ne vont pas pouvoir s'exprimer dans un produit. Donc ça, c'est un point qu'il faudra toujours vérifier sur chaque produit. Voilà, donc je voulais encore vous présenter dans notre petit groupe. Donc nous avons Thi qui
qui est notre ingénieur et qui travaille en particulier sur des moyens simples d'identifier les souches et également sur des activités protéasiques. Maxime Or, qui est un thésard qui travaille avec l'atelier du fruit pour augmenter le potentiel enzymatique de matrices végétales. Landa, qui est une thésarde de l'Institut de technologie du Cambodge, qui travaille chez nous, et pour essayer de renforcer certains arômes de matrices de tomates. Et puis Hélène, qui est donc une maître de conférence chez nous, qui travaille sur les aspects de biologie moléculaire, et moi-même, qui suis plus investi sur le métabolisme et c'est la production d'arômes. Merci beaucoup Yves.